Donc tout d'abord, je voulais vous remercier d'être ici avec nous. Vous êtes bien nombreux, c'est très agréable. On va vivre une expérience commune dans cette matinée de réflexion intense, à la fois sur Épinal, puisque Monsieur le maire nous a fait l'honneur de nous accueillir ici dans sa ville, mais aussi on va essayer de prendre un peu de la hauteur sur un certain nombre de sujets. Je ne vais pas être très longue parce que je pense que maintenant on va pouvoir commencer véritablement la conférence. Nous allons commencer par l'ouverture avec Monsieur le maire et Céline Acharian qui vont nous introduire la matinée. Ensuite, nous aurons 2 sessions. Dans vos tote bags, vous avez les programmes, donc je vous invite à consulter la documentation qui est assez riche. Nous aurons une petite pause entre les 2 sessions. À la fin des sessions, je vous proposerai, si vous le souhaitez, de poser des questions aux intervenants. Donc on va faire ça de manière assez simple. C'est tout à fait possible d'échanger avec les speakers. Et après le déjeuner, nous allons faire une visite de terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va visiter l'hôtel Innovation Bois. Et nous ferons aussi une visite de la ville avec Madame Lasseron qui nous expliquera quels sont les différents sujets d'Épinal au cœur. Et donc, nous allons passer une journée complète à Épinal pour parler de son territoire et des sujets de l'économie circulaire et la construction bois. Donc, Monsieur le maire, je vous invite à prendre la parole. Et ensuite, nous aurons Céline Acharian, la directrice de la Fabrique de la Cité. Bien, merci beaucoup, madame. Bien, je voudrais saluer les élus. Il y a des maires présents de l'agglomération, saluer les élus d'Épinal. Je voudrais saluer madame la directrice. Merci, en tous les cas, d'avoir choisi Épinal pour ce moment fort. Je voudrais saluer les techniciens. J'ai vu qu'il y avait des représentants d'Épinal Habitat. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir à Épinal. Je m'excuse tout de suite auprès de mon cabinet. On m'a préparé un beau discours, 10 minutes, un quart d'heure, mais finalement, je préfère laisser mon cœur parler. Donc, je risque d'être un peu plus long, non, je vous rassure. Bien, en tous les cas, très heureux de vous accueillir. C'est quelque part une reconnaissance pour les politiques que nous menons ici sur le territoire. Alors vous avez choisi 2 thèmes. Le premier, c'est le bois, sous toutes ses formes. Et puis le deuxième thème, c'est la reconquête de l'habitat sur le centre-ville. Alors peut-être faire un peu d'histoire pour bien comprendre tout cela. Concernant le bois, il faut revenir à ce qu'était le département des Vosges à une époque très industrielle avec le textile, vous l'imaginez bien, activité dominante. Et puis il y a eu la mondialisation, la concurrence internationale, l'arrivée de pays émergents qui font que le textile a été mis à mal. Et on a subi la véritable crise. Là, on se trouve dans les années 70. Et ce département des Vosges a eu cette capacité, en tout cas les politiques publiques ont eu cette capacité à réfléchir sur ce que pouvait être le devenir économique du territoire. Donc il y a eu aussi pas mal d'accueil d'entreprises étrangères qui sont venues chercher une main-d'œuvre qui avait fait ses preuves, car on est des bosseurs dans les Vosges, et ça... bien sûr, ça intéressait le monde de l'industrie. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, la nécessité de se dire il faut engager des réflexions sur nos atouts. Et vous imaginez bien que le bois, ressource naturelle de ce territoire, a amené une vraie réflexion. Le département des Vosges est le 3e département le plus boisé de France. C'est, je regarde Yann, ça doit être 280 000 hectares, je crois, sur ce département. Alors, dans les années 80, j'aurais tendance à dire sous l'impulsion de Philippe Séguin à l'époque, maire de l'époque, député de la circonscription, il a commencé à imaginer, à prospecter, à installer et structurer. On peut dire que le début de l'histoire démarre quand il arrive à décrocher la seule école publique d'ingénieurs du bois en France, qui est l'ENSTIB,
qui est venu s'installer sur Épinal après des vrais combats et plusieurs bureaux des ministères retournés. Il a réussi à décrocher l'installation de cette école. Et puis ensuite, on peut dire que l'ENSTIB est et demeure le navire amiral de cet écosystème qui a été créé. Ensuite, il y a eu des centres de recherche, le Cri de Bois, donc un monde universitaire, un monde de la recherche, et qui a donc permis de pouvoir commencer à développer cette filière. Bois éco-construction, vous allez découvrir ça cet après-midi. Vous allez, je suppose, il faut passer devant la Maison des Territoires, qui est le siège de l'agglomération, qui est pour nous l'excellence en termes de construction sur le territoire. Vous allez, bien sûr, vous l'avez dit, visiter l'hôtel Innovation Bois. C'était une structure qui nous manquait, puisqu'on avait créé la culture du bois sous toutes ses formes, mais il fallait ensuite un lieu qui permette aux professionnels de pouvoir échanger, de travailler en synergie, mais pas que les professionnels, la population également. Et donc, c'est un peu le rôle de l'hôtel Innovation Bois, c'est de pouvoir avoir sur place une ingénierie qui permet de pouvoir accompagner toute forme d'innovation portée par des professionnels ou même par des particuliers. Mais vous découvrirez ça sous le guide de Yann, qui est bien meilleur que moi pour bien vendre l'hôtel Innovation Bois. Mais c'est également le bois énergie. Épinal, c'est 32 km de chauffage urbain. Biomasse, 86% de biomasse. On n'atteindra jamais les 100%. Les 14 qui nous manquent nous reviendraient trop cher. Donc le complément, c'est du gaz. Nos 3 grands quartiers populaires sont branchés réseau chauffage urbain. Vous imaginez bien que dans le contexte actuel, avec la crise énergétique, là où on paraissait un peu fou, même la Chambre régionale nous le disait, des comptes, aujourd'hui, on est plutôt cité en modèle, et on est assez unique en France sur le nombre de kilomètres en chauffage urbain aujourd'hui, avec une facture, vous l'imaginez bien, qui était bien en dessous de ce qu'ont pu avoir ceux qui sont uniquement en gaz. On ne parle même pas d'électricité, mais voilà. Donc, on continue. J'ai lancé l'année dernière une étude pour développer le chauffage urbain. L'autre côté de la rive, en fait, toute la rive droite aujourd'hui, et nos quartiers populaires, les quartiers prioritaires de la ville sont branchés, mais on a encore des grands comptes à aller chercher, des collèges, des lycées. On a un bailleur social en face qui est un bailleur à vocation départementale qui est Vaugelis, qui est demandeur également. Donc on a lancé une étude et j'ai souhaité aussi travailler avec les 2 communes, Golbet et Chantraine, qui sont juste à côté, pour voir si on n'avait pas là aussi la nécessité de travailler ensemble sur ce sujet. Donc une vraie volonté, bien sûr, de se développer en la matière. Et puis vous verrez aussi cet après-midi le bois bien-être, qui est aussi un sujet qui nous anime. Et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs ici qui vous présenteront tout ça cet après-midi. Ça, c'est votre première partie, le bois. Ensuite, deuxième sujet que vous allez évoquer, c'est la reconquête du centre ancien. Là aussi, un tout petit peu d'histoire. Épinal a toujours été une ville stratégique de par sa localisation. Elle a subi de nombreuses invasions, assauts, occupations. Les dernières, c'est 1870, et notamment quand l'Alsace et la Moselle a été annexées. On a accueilli ici beaucoup d'Alsaciens qui nous ont fait beaucoup de bien, puisqu'ils ont développé l'industrie, puisqu'ils ont construit toute l'avenue qui est devant vous, l'avenue Gambetta. Nous le devons à la construction de fin des années 70, portée par des familles alsaciennes. Il y a eu, bien sûr, le dernier conflit, la Deuxième Guerre mondiale, occupée. Épinal était un lieu éminemment stratégique pour les Allemands. C'était une gare logistique importante qui a été bombardée par nos alliés, pas toujours de façon précise. Donc du coup, on a une bonne partie de la ville qui a été détruite. Donc aujourd'hui, la ville d'Épinal, c'est une partie 18e, 19e, 20e, la rive droite,
Voilà. Et puis cette partie, l'autre côté de la Moselle, c'est deuxième reconstruction à peu près, qui a aussi sa propre architecture. D'ailleurs, on a travaillé à un site patrimoine remarquable. On est dans cette phase où on a gagné le périmètre, qui était 3 ans d'études quand même. Hein. Maintenant, nous l'a reparti pour au moins 3 ans sur le règlement. Mais on a intégré la deuxième reconstruction parce qu'on trouvait que ça avait du sens de pouvoir intégrer ça dans le périmètre. Ça, c'est un peu d'histoire. Donc, un habitat disparate, un habitat aussi peu rénové. Donc, on faisait le constat qu'il y avait quand même beaucoup d'îlots avec des taux de vacances très importants. On arrivait à 17-20% de taux de vacances dans l'hypercentre. On a une politique constante. Je vous ai parlé de Philippe Séguin à un moment donné qui a amorcé son successeur, mon prédécesseur, son successeur, Michel Henrich, qui est toujours à la tête, je ne sais pas si vous le rencontrez cet après-midi, mais qui préside la communauté d'agglomération, a lui considérablement développé toute la politique du bois, mais quand il était maire d'Épinal, donc on a toujours eu une politique constante, ce que je disais à Madame la directrice, où celui qui succédait ne remettait jamais en cause les politiques qui avaient été développées. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et donc, cette ville moyenne, elle s'est construite depuis des décennies. Mais en termes d'habitat, on avait de réels sujets. Et donc, on a commencé par ici, d'ailleurs. L'histoire a commencé ici. On devait être en 2015, à peu près, 2016, où il fallait comprendre pourquoi nous avions des familles qui nous quittaient à un moment donné. Donc on a réuni ce qu'on appelle des groupes focus avec des Spinaliens qui nous avaient quittés, qui recherchaient un hébergement, qui étaient en voie de nous quitter, etc. On a travaillé pour comprendre quel était vraiment le besoin, quel était leur besoin, quelle était l'offre qui nous manquait. Donc on a bien compris que dès qu'on commence à construire une famille, il fallait quitter la ville parce qu'on ne trouvait pas forcément le besoin, l'offre recherchée. On avait aussi le souci, comme beaucoup de choses sont faites, la requalification du centre-ville, le cadre de vie, etc. Il y avait aussi besoin de coordonner nos politiques publiques. Donc c'est un travail que l'on a fait, et puis, coup de chance, le gouvernement lance l'action Cœur de Ville. Donc on était prêts à répondre tout de suite, et on a donc été retenu comme 224 villes en France. Je crois que c'est 224 maintenant, hein. Il y en a 2 de plus. 224 villes moyennes en France, on a été retenu pour nous inscrire dans ce programme que l'on a baptisé ici Épinal au cœur. Donc, plusieurs axes. L'axe habitat, bien sûr, important, j'y reviendrai. Mais il faut me couper, madame, hein, si vous trouvez que c'est trop long. Bon, l'axe habitat, mais aussi la nécessité d'accompagner nos commerçants à la modernisation de leur offre, mais c'est aussi le numérique, c'est aussi la nécessité de pouvoir faciliter l'accès de la population à nos équipements, à nos services publics. C'est bien sûr notre patrimoine. J'ai parlé du patrimoine historique, mais là, vous êtes dans le poumon vert de la ville. On a aussi un patrimoine naturel en périurbain, mais en centre-ville remarquable, qu'il faut continuer à développer, un atout formidable qu'est la Moselle. L'histoire montre que l'urbanisation des villes s'est faite en tournant le dos à la Moselle. On veut aujourd'hui reconquérir les espaces publics pour en faire la véritable colonne vertébrale conviviale de la ville. Et puis donc la partie habitat. Donc une OPA, nous terminons la 5e année, plutôt un succès. 150 appartements rénovés. Nous avons réussi, et ça c'est je crois le premier résultat de Cœur de Ville, c'est d'avoir travaillé non pas avec des partenaires financiers, mais avec des vrais partenaires qui nous ont apporté certes des finances, mais aussi leur savoir-faire, leur ingénierie. Les collectivités territoriales, bien sûr, départements, régions, agglos, mais aussi l'établissement public foncier qui nous accompagne dans les portages, Action Logement, un partenaire extrêmement efficace, bien sûr le bailleur social qui est présent aujourd'hui, où tout ce petit monde-là a travaillé sur des modèles d'innovation importants et qui nous a permis bien sûr de pouvoir requalifier certains immeubles, certains îlots. 150 appartements rénovés, 30 immeubles
Ça représente à peu près 30 immeubles qui ont été complètement requalifiés. Puis quelquefois, il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton. Donc on s'est engagé dans des opérations de restauration immobilière. 7 immeubles ont été ciblés. On est dans la dernière phase. C'est la phase où on a signifié aux propriétaires les travaux qu'ils devaient réaliser. Ils ont 18 mois aujourd'hui pour pouvoir les réaliser. S'ils ne le font pas, ils seront obligés de céder. Et puis un travail qui va s'inscrire dans le temps long, c'est qu'on a imaginé, on a identifié 4 îlots stratégiques où il y a un imbroglio de friches, d'immeubles avec plusieurs acteurs, propriétaires occupants, bailleurs, un peu de marchands de sommeil, commerce bien sûr. Donc là, on travaille et les pouvoirs publics, la politique publique est nécessaire là pour aérer, pour densifier, pour créer des espaces, etc. Et puis surtout apporter de l'ingénierie. Donc ça va nous prendre un peu plus de temps. Des victoires, des échecs aussi. Et pour ceux qui connaissent bien le programme Cœur de Ville, vous ne serez pas surpris. C'est qu'on a beaucoup investi en temps, en hommes, en ingénierie, etc., sur les copropriétés. Et le compteur n'a jamais tourné. Et donc là, on s'inscrit dans une deuxième OPA. On est sur une dynamique, donc on a travaillé avec les services de l'État pour rester sur le haut de la vague. Donc on travaille à une deuxième OPA qui va démarrer en 2024, pendant 5 ans. Et les copropriétés seront un vrai sujet. On est accompagné là par un cabinet qui doit nous amener à définir une stratégie et nous accompagner dans l'animation. Voilà, concernant l'habitat, je terminerai en vous disant que les sujets dont je viens de parler ne sont pas les seuls qui doivent être travaillés. C'est bien une politique globale. On est en train de travailler sur la construction de la ville de demain, la fabrique de la cité. Tout ceci ne peut pas se faire dans le bureau du maire. Il faut embarquer la population. Donc il a fallu développer des outils participatifs, plateformes, comités d'intérêt de quartier qui existaient déjà depuis très longtemps, mais plateformes citoyennes, mais aussi budget participatif. Tout ceci permet de pouvoir faire passer des messages, recueillir les informations, travailler avec la population. Et puis, on a bien sûr, je dirais qu'aujourd'hui, notre préoccupation première, c'est bien sûr une politique en faveur de la protection de notre environnement. Donc, je vous ai parlé de l'énergie. Notre ambition, c'est d'être autonome d'un point de vue énergétique. J'ai échangé avec Madame la directrice sur notre ambition d'être aussi autonome d'un point de vue alimentaire. Donc, nous sommes en phase d'expérimentation sur un projet alimentaire de territoire avec une production d'une régie maraîchère qui doit demain, quand je dis demain, c'est septembre 2024, fournir 1500 repas par jour pour nos écoles et nos résidences seniors, le tout en produits bio. C'est aussi la nécessité, puisque ça c'est une goutte d'eau, c'est une nécessité de pouvoir accueillir des maraîchers en périurbain. On avait une zone d'aménagement concerté qui était vouée à l'urbanisation, on l'a stoppée l'année dernière. On veut protéger ce site naturel remarquable pour pouvoir accueillir notre régie maraîchère, mais aussi pour pouvoir accueillir des maraîchers. Donc une ambition aussi sur un projet alimentaire de territoire. Coup de chance, l'actualité nous donne raison, que ça soit sur l'énergie et sur l'alimentaire. Et puis après, on retrouve les thématiques que vous retrouvez un peu partout sur la nécessité de reconquérir les espaces publics, un plan mobilité très ambitieux qui m'amène à prendre des coups, qui nous amène à prendre des coups régulièrement, mais on tient bon. Vous voyez bien l'explosion des mobilités douces. Nous avons créé au niveau de l'agglomération un service qui s'appelle Vélo Libre Service. On a mis un peu de temps. C'est assez inédit dans une ville moyenne. Épinal, c'est une ville de 34 000 habitants. Nous avons 14 000 utilisateurs aujourd'hui de ces vélos libre-service. Donc, nécessité aujourd'hui d'accompagner tout cela par un partage de l'espace public. La voiture est acceptée sur Épinal, mais elle doit trouver sa place, rien que sa place. Et donc, on doit partager l'ensemble de ces espaces. Je m'arrête là parce que je vois que Madame s'approche pour me dire, voilà, il faut trouver un moment pour s'arrêter. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir choisi Épinal. Ça nous encourage à continuer, bien sûr, les projets que nous portons. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On voit qu'il se passe beaucoup de choses à Épinal. Donc maintenant, j'appelle Céline Acharian, la directrice de la Fabrique de la Cité, qui va introduire, je pense, la matinée. On a déjà entendu beaucoup de choses. Donc Céline, je te laisse la parole. Merci Monsieur le maire qui nous recevait aujourd'hui. Oui, alors il faut jouer avec ça. J'ai vu que
C'était un petit sujet, cette chose. Merci Madame Lasseron de répondre tout à l'heure à nos questions. Merci à tous d'être là, élus d'ici, techniciens, experts, des gens qui sont à la fois des acteurs qui réfléchissent et des gens qui réfléchissent l'action ici qui est mise en place sur le territoire. Merci de nous accueillir parce que au fond, on sait qu'on arrive une semaine avant un temps fort chez vous qui, en plus, arrive dans un mois de mai particulièrement mité, qui mite les agendas d'une façon assez complexe. Et d'ailleurs, en lisant ce que vous écrivez sur les imaginales, je me suis dit qu'on partageait déjà pas mal de choses. J'ai lu que vous disiez que ce Festival des mondes imaginaires va permettre la semaine prochaine d'explorer les nombreuses facettes de la ville de demain, les défis auxquels elle devra se confronter et d'interroger plus largement les notions d'espace urbain, de résilience et de bien vivre ensemble. Là, je crois qu'on a déjà un programme commun de travail et de réflexion. Ensuite, on est évidemment heureux de venir mesurer sur place des chantiers urbains qu'on a mis en œuvre, qui sont mis en œuvre au fond et qu'on voit se mettre en œuvre un peu partout, de voir comment ils ont été rendus possibles ici à Épinal, parce qu'au fond, les conditions, les alignements de planètes, les conditions de mise en œuvre sont toujours ce qui, au fond, le diable étant dans le détail, ce qui donne l'idée, ce qui permet d'inciter des acteurs dans d'autres villes moyennes à passer le pas. Vous avez résolu, ou vous êtes en train de le faire, des équations complexes auxquelles la plupart des villes moyennes, et à plus forte raison celles qu'on est allé rencontrer ces derniers temps, sont confrontées aussi. Donc voilà, je ne vais pas être très très longue, mais juste je voudrais faire une réponse en 4 temps à ceux qui nous ont posé la question depuis quelques semaines de pourquoi on allait donc à Épinal, pourquoi un think tank dont le siège est dans le 12e arrondissement, regardez vers l'est, et pourquoi particulièrement Épinal et particulièrement ceux qui ont lu Connemara. Je suis désolée, mais votre prix Goncourt local vous dessert un peu. Même s'il a beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance dans ses romans, il fait un peu d'Épinal une ville de la résignation ou d'un attachement un peu terrestre très très fort. Et au fond, à tous les gens qu'on a rencontrés ces derniers temps, on répondait par la multiplicité de vos projets et puis ce territoire commun en fait entre les études qu'on mène à la fabrique et les choses que vous mettez en œuvre sur le terrain. Alors ça tient notre mission première de fabrique. À la Fabrique de la Cité, depuis une douzaine d'années, on fait se rencontrer des gens qui agissent et des gens qui réfléchissent dans une triangulaire entre des partenaires privés, souvent, des acteurs publics engagés dans des projets de territoire, et puis des universitaires qui réfléchissent à ces questions sociologiquement, géographiquement, démographiquement, économiquement. Et donc cette approche de fabrique, on a vu qu'on l'a partagée avec vous. On a vu que vous aviez installé dans la maison Épinal au cœur quelque chose qui s'appelle la fabrique des projets et que vous aviez cette vision aussi collective de l'innovation collective, de l'action publique. Vous venez d'en dire quelques mots. On ne peut pas avancer sans avoir mesuré sur le terrain quels sont les besoins, comment ils s'articulent, quelles sont les priorités. Et ça, je crois que c'est déjà une des raisons qui fait que on a une vision un peu qui emboîte la vôtre finalement à la fabrique. On a aussi une conviction, 3, je vais en dérouler une première, qui est que les modifications d'ampleur qui sont imposées partout à échelle nationale, au fond, ces modifications d'ampleur, quand on mène un séminaire en ce moment sur la gouvernance des transitions, alors transition, c'est le maître mot pour tout le monde, pour l'action publique, mais pour les entreprises, tout le monde est en transition en ce moment. Et les maîtres mots, en prenant plusieurs sujets, dont le bois, justement, qui est un des sujets qui va nous faire réfléchir aujourd'hui, c'est expérimentation et territorialisation. Territorialisation parce que c'est finalement dans l'ADN des territoires
qu'on trouve qui une source d'énergie, qui les moyens d'organiser une forme d'autonomie alimentaire, ce que vous venez de dire, qui une démographie particulière, la position géographique est souvent aussi très très déterminante. Et puis expérimentation, parce qu'au fond, il n'est rien qui ne passe à l'échelle aujourd'hui directement. Il n'y a pas de martingale européenne, enfin, à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale. Il y a une série d'innovations qui se font sur le plan local et qui prennent et qui passent à l'échelle, ou qui prennent et qui sont duplicables, réplicables ailleurs. Une deuxième, bon, là évidemment, vous venez d'en citer beaucoup, mais on avait vu tout ce que vous aviez misé sur votre ADN bois. C'est ce qui nous fait venir aujourd'hui. Le CRIT a 40 ans cette année, si je ne me trompe pas. Vous avez parlé aussi de l'ENSTIP qui est installé là. Mais vous avez aussi localement organisé des événementialisé, organisé les rencontres nationales, si je ne me trompe pas, des acteurs du bois. Et on sait aujourd'hui, on a mesuré que la filière bois avait besoin de se structurer. On est allé à Helsinki, on a vu à Helsinki un gros acteur du bois, un secrétaire d'État au bois, quelque chose de très structuré. On est rentré avec des acteurs du bois en France et on s'est dit, en France, on a une atomisation des acteurs du bois. Ici, vous, à Épinal, vous savez les conjuguer leurs efforts, les coordonner, les mettre en réseau. Et ça, c'est je pense, aujourd'hui, un atout d'une très, très grande valeur. Ensuite, vous savez aussi tirer des fils de votre ADN industriel, et ça, vous l'avez fait aussi de façon magistrale, parfois en reconversion totale. C'est ce qui est en train d'être fait au Champ du Pin, en faisant un écoquartier d'un ancien tissu industriel historique de la ville. Voilà, s'il fallait que 2 raisons liées à cette conviction première, en voilà 2. Une deuxième conviction, c'est que les villes moyennes, c'est souvent la bonne échelle de ces transitions. C'est celle des dynamiques collectives, c'est celle où on sait embarquer l'ensemble des acteurs d'un territoire. C'est celles qui sont suffisamment importantes. Les plus petites ont plus de peine parce qu'elles manquent d'ingénierie, elles manquent de cet écosystème composé de beaucoup de technicités différentes. Mais les villes moyennes sont suffisamment agiles. Vous parliez d'agilité. Dès qu'on change d'échelle, on voit bien que ces histoires d'agilité sont très déterminantes. Elles sont suffisamment agiles pour porter des innovations. Et là, en ce sens, Épinal au cœur, c'est le projet, j'allais dire le projet un peu emblématique, celui qui est englobant, dans lequel il y a cette mécanique de projet, au fond, cette dynamique de projet qui est très structurante. Mais jusque dans le détail, on parlait tout à l'heure des carrefours hollandais et de la façon dont vous mettiez en place ces carrefours en testant, en observant d'abord, en testant sur site, en voyant les gens réagir et puis ensuite en dupliquant ou en déployant ce qui marche. Et je trouve ça, au fond, très typique de ce qu'on peut faire dans une ville moyenne et de ce en quoi les villes moyennes, finalement, tirent tout ce qui va être innovation urbaine dans les prochaines années, peut-être les prochaines décennies. Puis la troisième conviction, c'est qu'il est possible que ce terreau d'innovation, ces laboratoires d'innovation, comme on les voit régulièrement dans les villes moyennes, ça passe sous le radar et qu'il y ait assez peu de capteurs au niveau national pour savoir à la fois rendre compte de cette dynamique des villes moyennes, de cette dynamique qu'on voit à Épinal. Les capteurs, au fond, les capteurs qu'on a à la fabrique et la raison pour laquelle, à la fois d'un point de vue universitaire et d'un point de vue intérêt pour les dynamiques des villes, nous ont amenés à Épinal, sont les capteurs des grands programmes nationaux. Et quand on voit une ville comme Épinal qui coche toutes les cases, y compris Terre de Jeux 2024, y compris territoire pilote de géothermie, qui est sur une slide très récente. Alors, quand j'ai parlé avec Léa Retournard, on a dit oui, ça c'est très... Enfin, on est un peu
on a déjà plein de choses, et les réseaux de chaleur dont vous parliez tout à l'heure, mais la géothermie, c'est quelque chose qui est plutôt devant nous, enfin, ou le passage à l'échelle d'un certain nombre de choses, mais vous cochez beaucoup de ces cases qui montrent que vous avez mis en œuvre beaucoup de projets dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine du logement, et que ça, finalement, à part les grands programmes nationaux qui recensent ces villes, localement, le fait que ces villes-là soient porteuses d'une telle dynamique et au fond que s'écrive là l'avenir des villes, c'est quelque chose qui échappe probablement aux visions un peu macro. Voilà ce qu'on a à répondre régulièrement aux gens qui nous parlent d'Épinal avec des points d'interrogation dans les yeux. On leur a répondu qu'il y avait toutes les meilleures raisons d'aller à Épinal. Vous en avez cité, et je sais qu'en fait, vous sous-citez, vous sous-présentez Épinal par rapport à la multiplicité des choses qu'on peut voir. J'ai regardé TV Vosges hier soir, et j'ai encore appris plein de choses sur la dynamique culturelle. Il suffit d'ouvrir le journal d'Épinal pour voir aussi que ça foisonne de projets. Voilà, on sait bien connu les images d'Épinal, il suffit de changer de regard pour y voir autre chose. On sait ça, on sait répondre ça aussi aux gens de façon un peu mutin, mais en tout cas, moi je suis assez fière de contribuer simplement à valoriser ce qui se passe dans des villes comme Épinal, quand je suppose que c'est pas assez fait. Et que depuis Paris, comme nous disaient les gens qui passaient hier, mais c'est les Parisiens qui descendent en province, depuis Paris, des choses échappent un peu aux capteurs. Je suis assez fière de remettre dans les capteurs l'image d'Épinal, la bonne image d'Épinal, d'une ville qui est probablement une ville où s'écrit l'avenir des villes françaises. Merci beaucoup. Merci Céline. Donc, je vous propose d'enchaîner rapidement. Céline, tu vas rester au travail. Donc, on va demander à Monsieur Paul Lampérière, urbaniste, cofondateur de Ville Vivante, de nous rejoindre. Installez-vous. À Madame Elisabeth Lasseron, adjointe chargée des projets, des aménagements urbains et du logement. Je vous en prie. Et à Monsieur Thierry Larrière, architecte des bâtiments de France, UDAP des Vosges. Je vous en prie, installez-vous. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aborder la question du défi de la rénovation des centres anciens à l'heure du ZAN. Donc Céline, je te laisse la parole. Oui. Alors je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup d'accepter cet échange. Je pense qu'on va d'abord vous écouter, Madame Lasseron, peut-être donner des étapes de cette politique urbaine de la ville d'Épinal et de ce que représente pour la ville cette partie du programme qui est la redynamisation, la revitalisation dont vous avez bien parlé déjà, mais peut-être en jalonnant un peu à la fois dans le temps et puis en parlant volume, et probablement aussi en remettant un peu les choses peut-être là dans une échelle de temps, parce que on a parlé de l'OPA qui se termine, de l'OPA qui va venir, enfin voilà. Je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie, Madame la Directrice. Bonjour à tous. J'ai cru comprendre effectivement que le timing était 5-6 minutes effectivement pour mon intervention. Donc je vais essayer d'être synthétique sur les différents points que vous avez évoqués, d'autant que Monsieur le maire a déjà introduit et a déjà fait le constat en fait, qui nous a amené à cette OPA qui est inscrite effectivement dans le programme Épinal au cœur. Donc tout part effectivement de 2015. À la suite de ça, 2016, 2018, une étude qui a permis de faire un certain nombre de constats. Les constats, c'est un centre-ville qui a une taille humaine, évidemment,
mais sur lequel on retrouve seulement une certaine tranche de population, c'est-à-dire des jeunes ménages et des seniors. Il nous manque effectivement toute une catégorie de population constituée de familles, familles avec enfants. Et au niveau du bâti, on a des logements peu qualitatifs, ça a été dit, des logements anciens, des logements, des petits collectifs, des logements énergivores, et puis un gros taux de vacances sur le centre-ville. L'idée, c'est effectivement que ce centre-ville devienne plus attractif, là où on est, surtout dans un marché local qui est un marché local détendu, avec un besoin qui émerge d'améliorer la qualité du bâti, du parc privé, pour répondre à la demande de ces familles, justement, ou à la demande de ces seniors qui souhaitent se maintenir sur le centre-ville, mais qui rencontrent des problèmes liés à l'âge pour pouvoir garder leur appartement. Et ces jeunes ménages avec enfants qui vont plutôt se tourner vers du résidentiel périurbain, du pavillon neuf. Et on sait aujourd'hui effectivement que le pavillon neuf va devenir de plus en plus résiduel, compte tenu effectivement des objectifs nationaux. Donc partant de ce constat, une déclinaison effectivement d'ambition et d'objectifs opérationnels de l'OPA, qui va débuter en 2018, donc sur un format 2018-2023, qui doit se terminer donc à la fin de cette année. L'objectif affiché, c'est effectivement une lutte contre la vacance, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est remettre sur le marché des logements de qualité, des logements qui répondent aux attentes d'aujourd'hui, en termes de superficie, en termes de sobriété énergétique, où on va rechercher à améliorer les performances thermiques sur de l'habitat ancien ou habitat reconstruction après-guerre. Ça a été dit, on a une particularité du parc bâti d'Épinal où on a effectivement non seulement du bâti ancien, plus ancien, 18e, 19e, mais on a aussi du bâti plus récent qui ne répond pas en termes de performance énergétique. On avait identifié également une certaine zone de logement indigne en centre-ville, avec des petites typologies, voire parfois certains marchands de sommeil. Et puis, mais là ça a été dit déjà, on a du mal sur les parcs de copropriété. Je dirais que c'est un échec pour l'instant, mais la législation et l'évolution de la législation va sans doute nous donner raison d'essayer encore sur les copropriétés, dans le but effectivement d'éviter une déqualification de ces copropriétés, puisqu'on a quand même des copropriétés qui sont très énergivores aujourd'hui, avec des logements qui doivent être rénovés. Et puis, tout cela, face à effectivement ces objectifs, l'objectif premier est quand même aussi de conserver une certaine mixité sociale dans le centre-ville et d'inciter effectivement les ménages aussi les plus modestes à rester ou à venir sur le centre-ville en tant que propriétaire occupant, puisqu'on avait surtout, en tout cas jusqu'à présent, un patrimoine immobilier qui était à vocation locative. L'idée, c'est quand même de forcer, d'amener à l'investissement sur le centre-ville également. Donc ces différents axes et ces différents objectifs ont permis de décliner des spécificités du dispositif Épinal au cœur, avec un accompagnement qui a été voulu par la ville et dédié aussi à un prestataire extérieur. Donc on a mis en place un accompagnement qui est à la fois financier, administratif, mais également technique, volet technique architectural, avec l'aide effectivement de Ville Vivante, qui nous a accompagnés pendant les 4 premières années de ce programme, qui a réalisé un travail remarquable que je salue effectivement ici,
avec des déclencheurs au niveau effectivement des projets, puisque tout leur travail, non seulement d'approche des différentes catégories de population résidant en centre-ville, mais pas que, a permis effectivement d'amener des investisseurs, et surtout un gros travail de modélisation qui a été réalisé par Ville Vivante, qui a permis d'imaginer autrement les logements. Là-dessus, notre programme ayant débuté en 2018 et étant en cours au moment où est survenue cette crise Covid, les cartes ont aussi été redistribuées à ce moment-là, puisque les attentes ont aussi évolué avec des besoins d'extérieur. Et là, il a fallu aussi repenser les projets, et la souplesse effectivement dont a fait preuve Ville Vivante a été sur ce point remarquable. Et on a pu intégrer dans des projets des extérieurs, alors des balcons, créer des terrasses. Oui, on va en parler, je pense, avec Ville Voilà, Vivante. améliorer effectivement tous les extérieurs, les cours qui étaient existantes mais qui étaient abandonnées. Donc ce gros travail effectivement de modélisation a été très important et a été un gros soutien effectivement à la fois pour les propriétaires investisseurs bailleurs et les propriétaires occupants. L'idée, c'était d'accompagner ça sur le plan de la ville, non seulement il y a des aides nationales, on a effectivement des partenaires, l'ANA, on a les partenaires, les collectivités, la communauté d'agglomération, le département, la région, ça a été dit, Action Logement également, gros partenaire de la ville, mais la ville, au-delà de ça, a mis en place tout un dispositif incitatif supplémentaire. Je pense en particulier aux primes de vacances, aux primes de fusion pour essayer d'améliorer, d'avoir des logements plus grands. On a lancé un projet, un appel à manifestation d'intérêt sur des ascenseurs, ce qui a permis effectivement de financer, d'aider à l'installation d'ascenseurs dans 3 copropriétés. On en avait 2 au départ, on est parti sur 3 parce que finalement il y a eu un engouement et il y avait déjà des copropriétés qui étaient dans les starting blocks. Et puis recréer des accès aussi sur des immeubles où l'accès se faisait uniquement par les commerces, donc une prime incitative à ce niveau-là sur création d'un accès dédié. Et puis changer aussi les rez-de-chaussée, puisqu'on sait qu'il y a dans certaines rues, et notamment sur Épinal, des rues qui n'auront plus de vocation commerçante à l'avenir, et où il faut reconquérir ce rez-de-chaussée, le transformer, en faire des locaux communs, en faire des locaux dédiés à différents services pour les copropriétés. À côté de ce programme d'accompagnement administratif, et j'en aurai effectivement presque terminé, ça a été dit tout à l'heure, nous sommes lancés également dans un site patrimonial remarquable avec une valorisation et une préservation du bâti existant. Nous en sommes au premier stade de délimitation du périmètre et nous allons travailler sur le règlement, avec Monsieur Larrière, architecte des bâtiments de France. Ouais. Exactement. Et l'idée, c'est de répondre aussi aux préoccupations actuelles. On a des immeubles anciens qu'il va falloir rénover, mais il va falloir les rénover en préservant le bâti, aussi bien extérieur qu'intérieur. Et ça va nous permettre effectivement de travailler sur l'écriture, avoir une lisibilité aussi en termes de rénovation pour les investisseurs et pour les propriétaires occupants qui vont se lancer dans l'aventure. Voilà, en quelques mots très synthétiques. Oui, merci beaucoup. Voilà. L'exercice était compliqué et réussi à la perfection. Et en plus, vous m'offrez la transition pour laisser la parole à Monsieur Larrière, qui peut-être peut nous expliquer quelles sont les spécificités d'Épinal. Vous qui en plus venez de Nevers, c'est ça, juste avant. Alors, Oui, je viens d'une autre petite ville qui est Nevers. Et donc, racontez-nous ce que dit le bâti d'Épinal et en quoi il est caractéristique, quelles sont ses spécificités. Et puis, peut-être, j'aimerais bien que vous fassiez un focus sur cette étape dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous allez construire maintenant le règlement concernant le bâti du cœur de ville d'Épinal. Oui, merci. Donc, effectivement... nous travaillons avec la mairie sur un site patrimonial remarquable, donc un SPR. Donc ce dispositif est issu de la loi LCAP, donc la loi sur la culture, l'architecture et le patrimoine de 2016. Donc c'est un dispositif
qui réunit d'anciens dispositifs qui étaient les ZPPAUP, les secteurs sauvegardés, les AVAP, donc des aires de mise en valeur, on va dire. Donc tout cela était issu de la loi Malraux de 1962, André Malraux, qui était le secrétaire d'État à la culture. Donc, ce secrétariat d'État mis en place à la fin des années 50. Donc, suite à de nombreuses destructions d'après-guerre, on a reconstruit beaucoup, on a adapté des logements, on ne souhaitait plus vivre dans ces sites anciens dans les villes. Donc, on en a beaucoup démoli. Et en réaction, il y a eu la création de ce secrétariat d'État et André Malraux donc, a créé la loi qui porte son nom, la loi Malraux en 1962. Associé à un dispositif aussi de défiscalisation, donc ce qui a permis de sauver de très nombreux centres anciens à travers la France. Puis ensuite, dans les années 80, sont venus les ZPPAU, donc les zones de protection du patrimoine architectural, et ensuite la partie paysagère est venue quelques années plus tard. Voilà, donc à Épinal, donc, il y a la réflexion sur un espace de protection, donc, qui était dans les années 80, donc qui avait démarré dans les années 80, qui était à l'époque des ZPPAU. Donc ça avait démarré avec Philippe Seguin, donc les études avaient été démarrées, les diagnostics, etc. Et finalement, le document n'a pas abouti. Donc tout a été relancé en 2017, je crois, par la municipalité, donc sur une nouvelle base, donc avec un nouveau bureau d'études, bien sûr. Et donc ce travail, donc relativement long, hein, Monsieur le maire l'a rappelé, 3 ans. Donc ça permet d'établir un diagnostic sur la ville, donc tout l'intérêt de la ville, établir un périmètre. Donc ce n'est pas simple, il y a un grand travail de terrain et je pense que c'était mené avec les équipes de la ville pendant de très nombreux jours. Donc il faut étudier parcelle par parcelle la typologie du bâti ou arrêter le trait de ce périmètre. Donc il y a eu différentes propositions, il y a eu des questionnements sur différents quartiers, secteurs de la ville à inclure ou pas dans ce périmètre. Et au final, on aboutit aujourd'hui à un périmètre qui a été validé donc, en commission nationale il y a quelques semaines, c'était en mars. Donc voilà, donc, la première phase est terminée, donc 3 ans de travail. Et peut-être il faut que vous nous brossiez quand même un peu le portrait de ce bâti du centre, qui se trouve à l'intérieur du périmètre. Oui, bien sûr. Qui est composite et qui est un peu spécifique à Épinal. Alors très, très spécifique. Alors je ne vais pas revenir sur l'évolution, l'histoire de la ville que tout le monde connaît, mais on a un cœur ancien, donc avec des bâtiments majeurs, le château, qui a été dégagé par la commune il y a quelques décennies et qui est aujourd'hui une très belle promenade. La basilique aussi, très bel édifice, qui a évolué aussi au fil de temps, qui fera l'objet d'une grosse opération de restauration dans les mois à venir. On a encore un bâti médiéval, alors qui n'est pas évident, ça, au premier abord, mais que l'on découvre petit à petit, que je découvre aussi. Je suis là depuis 1 an et au fil des réunions que l'on peut avoir, peut découvrir par-ci, par-là, des façades où il subsiste encore des fenêtres Renaissance ou encore un peu plus anciennes. Il y en a très peu. Une majorité d'éléments de bâti 18e aussi dans ce cœur ancien. Puis ensuite du bâti 19e et 20e. Et donc ça a été rappelé aussi, suite aux destructions, une grosse partie de la 2e reconstruction, avec un bâti très très intéressant, et notamment près de la gare, une très belle église qui est Notre-Dame-aux-Cierges, donc qui est un monument historique. Donc on peut protéger au titre des monuments historiques des bâtiments relativement récents, avec tout un quartier donc, qui a été inclus dans ce périmètre du SPR. Donc, un peu avant la gare, donc ça prend Notre-Dame-aux-Cierges et les quelques tours qui se trouvent en face, qui sont du même architecte d'ailleurs. Ensuite, le périmètre descend, prend bien sûr le centre ancien, s'arrête au pied du château. C'était l'objet de discussion. Le château n'a pas été intégré dans ce périmètre-là. Il est protégé, l'ensemble
du site archéologique est protégé au titre des monuments historiques, donc le périmètre passe au pied du château, prend une partie du faubourg d'Ambrail, je ne me trompe pas dans le nom, et donc l'ensemble du quartier de la préfecture. Voilà, tout ça fait l'objet de nombreuses discussions, d'allers-retours entre les services de l'État et la commune lors de cette étude. Et alors, il faut que vous expliquiez quand même ce qui se passe à l'intérieur de ce périmètre, le règlement que vous mettez en place, qu'est-ce qui l'autorise, qu'est-ce qui ne l'autorise pas, et surtout, plutôt, quel type de démarche il conduit à faire à l'intérieur versus à l'extérieur. Alors, on n'en est pas là. Oui, c'est ça que vous allez écrire. Mais... on n'en est encore pas là, puisqu'on en est aujourd'hui à la définition du périmètre. Maintenant, on a défini ce périmètre, et les 3 ans à venir, ça va être effectivement l'écriture de ce règlement. Oui, c'est ce que vous disiez. C'est ça. Alors, je travaille également sur un autre SPR en création à Saint-Dié, qui est parti un tout petit peu plus tôt qu'Épinal, où le périmètre a été validé il y a 2 ans, et je travaille avec la commune et un bureau d'études sur la partie réglementaire. Donc c'est aussi un travail relativement long et qui va démarrer à Épinal dans quelques mois. Donc là, on a terminé sur le périmètre, qui va être validé suite à une enquête publique. Et donc il faudra recruter un nouveau bureau d'études et définir un certain nombre de choses concernant ce règlement. Avec un terrain d'atterrissage qui est prévu oui, 2-3 ans à peu près, plutôt 3 ans que 2 d'ailleurs, mais avec des recommandations, puisque lorsque nous sommes passés en commission, on avait, nous, côté ville, plutôt imaginé une protection du bâti extérieur. Et parmi les recommandations que la commission nous a faites, c'est de voir... Alors, il va y avoir un inventaire, effectivement, du bâti, intérieur, extérieur, et on va peut-être, sur certains quartiers, s'orienter également sur une protection des éléments remarquables intérieurs. On a certaines rues, à proximité d'ailleurs, où on a des immeubles 19e, et où on a à l'intérieur des escaliers, des verrières. Voilà, on a un immeuble en particulier qui est protégé au titre des monuments historiques, mais il y a d'autres immeubles où il y a tout autant d'éléments remarquables à l'intérieur qui méritent d'être préservés. D'ailleurs, compte tenu des rénovations énergétiques qui vont certainement intervenir sur ces immeubles dans les années à venir, parce que il faudra qu'on protège ces éléments et qu'on ne fasse pas une rénovation qui les masque ou qui les fasse disparaître. Oui, c'est une nouveauté de la loi LCAP, donc qui a regroupé différents dispositifs, et on peut avoir dans un même périmètre une partie en PSMV, donc les anciens secteurs sauvegardés, et une partie en PVAP, donc les anciennes ZPPAUP. Donc la partie en PSMV, donc nous aurons un regard également sur les intérieurs d'immeubles. Donc les propriétaires devront déposer des demandes d'autorisation également pour les intérieurs d'immeubles qui auront été repérés lors de cet inventaire au moment de l'établissement du règlement. Merci beaucoup. Et alors moi, ce qui m'avait frappé dans ce que vous disiez, c'est qu'il y a ce patrimoine de reconstruction d'après-guerre qui, au fond, est perçu différemment selon qu'on est habitant, conservateur, parce que c'est du béton, mais que c'est du béton remarquable. Si vous pouvez juste nous en dire un mot. On a quand même à Saint-Dié... des Jean Prouvé, des Le Corbusier qui ont quand même bien traîné dans le coin et qui sont quand même partie de notre histoire c'est ça. Et alors, je vous disais tout à l'heure que l'église Notre-Dame-aux-Cierges est protégée au titre des monuments historiques. C'est l'œuvre de Crozillard, donc l'architecte, mais qui a réalisé d'autres bâtiments dans les abords immédiats de cette chapelle, notamment les tours qui se trouvent juste en face. Et la nature du béton qui a été utilisé pour la chapelle, avec une texture très particulière, a été également utilisée sur les tours qui font face à cette chapelle. Donc effectivement, on peut se poser des questions sur le devenir de ces parements très spécifiques dans le cadre de rénovation énergétique notamment. On va en parler un peu après, oui. Alors, on va passer la parole à Paul Lampérière, parce qu'effectivement, quand on a les objectifs et puis un jeu aussi de points d'attention,
comment on fait avec... Alors, je vous laisse la parole en dernier, parce que je sais que vous avez aussi des choses à nous montrer. Et là-bas, Elsa est prête à appuyer sur le bouton avant-arrière, comme vous le souhaiterez. On s'est entendu avant, effectivement. C'est bon. Voilà, super. Donc, voilà, le projet Épinal, et 2 projets plutôt un peu enchâssés l'un dans l'autre, comme des poupées gigognes, si j'ai bien compris. C'est un petit peu ça, oui. Voilà. Alors effectivement, j'ai quelques diapos et je suis rassuré parce que les gens autour de moi ont aussi un petit peu dépassé sur leur temps. Et je pense qu'on va peut-être dépasser un tout petit peu, mais c'est vous présenter un petit peu le contexte de cette opération. Donc on est Ville Vivante. On est aujourd'hui dans le cadre d'une convention de recherche et développement avec le SCOT des Vosges centrales, donc qui regroupe 154 communes dans les Vosges, l'agglomération d'Épinal et la communauté de communes de Mirecourt-Dompierre. Et cette opération, avec un nom un petit peu sibyllin, on vous l'expliquera par la suite, elle accompagne des porteurs de projets pour les aider, pour stimuler leurs projets et les aider à les faire aboutir et à franchir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors pourquoi une collectivité publique, une puissance publique, de l'argent public s'intéresse à des projets privés, qui sont les projets de particuliers? Simplement parce qu'on fait le pari, on fait le postulat que peut-être que dans ces maisons de particuliers, ces jardins de particuliers, il y a peut-être une partie de la réponse aux problèmes plus globaux, problèmes à l'échelle d'urbanisme qui nous occupent aujourd'hui. Je pense par exemple au ZAN, le zéro artificialisation nette, donc c'est-à-dire la protection des terres naturelles et agricoles. C'est une équation qui est très dure à résoudre aujourd'hui parce que d'un côté, on essaie de protéger les terres naturelles et agricoles et d'un autre côté, on a besoin parfois de construire un petit peu, d'accueillir des habitants. Et donc comment on résout cette équation, construire ce dont on a besoin tout en préservant les terres naturelles et agricoles? C'est un sacré défi pour les années qui viennent. Et puis un deuxième défi qui est la reconfiguration de l'habitat ancien. On traverse souvent voilà, autour d'Épinal ces villages-rues qu'on a notamment dans la campagne vosgienne. Et parfois, on est un peu attristé parce que vous avez des maisons qui s'enchaînent les unes derrière les autres, qui sont parfois 1, 2, 3 maisons qui sont vacantes, qui sont un petit peu en bord de rue. Et en fait, effectivement, ça peut être difficile de s'y projeter. Et pourtant, c'est un patrimoine qui est là, qui fait la beauté et la richesse de nos centres-bourgs, qui a un potentiel. Et donc, là aussi, il y a quelque chose à faire. Le problème de la vacance qu'on a aujourd'hui, qui parfois entache un peu le dynamisme de certaines communes. En fait, est-ce qu'on peut s'appuyer sur les projets de particuliers, projets d'individus pour apporter des réponses? Donc c'est le postulat qu'on a fait. En accompagnant des gens, peut-être qu'on va réussir à répondre à des problèmes d'intérêt général et c'est pour cette raison-là qu'on les accompagne. Donc 204 projets qui ont été aboutis en 5 ans. Donc l'opération elle a démarré en 2017, elle s'est terminée en 2022 pour la première tranche et là démarre une nouvelle tranche puisque c'est plutôt un succès et le nombre de projets qui a permis d'aboutir est plutôt encourageant. Donc l'opération a été décidé qu'elle soit renouvelée. On avance un petit peu. Alors, j'ai appris la langue des signes du PowerPoint ce matin. Donc voilà le périmètre et voilà l'ensemble des projets qu'on a pu accompagner. Tous n'ont pas abouti encore aujourd'hui, mais vous voyez que partout, en fait, le premier constat, c'est que partout, il y a des gens qui ont de l'énergie, qui ont des projets, qui ont des rêves, qui ont des besoins et qui ont besoin de trouver des réponses à ces besoins. On peut passer également à la diapo d'après. Vous voyez par exemple ici un couple qui est en train de réfléchir à l'extension de sa maison pour accueillir le papa de monsieur. Voilà, le chien a son mot à dire apparemment aussi. On passe à la diapo suivante. Là, un couple qui a une maison qu'on voit à l'arrière-plan et ce qu'on voit pas, c'est que derrière la caméra, il y a un jardin qui est relativement grand et ce jardin qui est relativement grand, pour eux, ça devient difficile de l'entretenir. Donc eux, ils sont en train de se dire comment je fais moi pour rester vivre dans cette maison avec un aussi grand jardin. Peut-être que je peux le diviser et céder un morceau de mon jardin à quelqu'un qui va y construire sa maison. On peut avancer à la diapo suivante. Ici, vous avez un monsieur qui vient avec sa fille pour réfléchir là à adapter sa maison. C'est-à-dire que la famille s'agrandit, un cas classique, et donc la maison, il faut qu'elle suive. Sinon, on déménage, on va trouver autre chose. Mais adapter le bâti à l'évolution des modes de vie, à l'évolution des familles, c'est aussi un énorme enjeu pour que le bâti reste occupé et qu'il n'y ait pas le risque qu'il devienne vacant un jour. Donc là, vous voyez ce couple qui est en train de réfléchir avec Mayara, qu'on voit derrière en arrière-plan, en 3D, comme ça, en direct, à comment la maison et là, c'est la chambre de la petite fille, va pouvoir prendre place au sein de la maison.
On avance encore un petit peu. Ici, c'est des investisseurs. Donc, vous voyez, 4 investisseurs qui sont en train de réfléchir. Ils ont envie de faire un projet d'investissement ensemble. Ils ont repéré un immeuble, mais c'est extrêmement dur de se projeter parce que vous avez plein de contraintes, des contraintes techniques, des contraintes réglementaires. Est-ce que j'ai le droit de créer des logements? Si je crée des logements, est-ce qu'il faut que j'installe des stationnements? Il y a comment je trouve de l'ensoleillement, comment je distribue les appartements, etc. Il y a plein de questions qui vont se poser. Et si on veut, à un moment donné, que cet engouement-là, ces 4 personnes qui se sont réunies, qui se sont dit, voilà, à un moment donné, qui sont retrouvés autour d'une table, ils se sont dit, allez, on se lance, on fait quelque chose. Si on veut que ça retombe pas comme un soufflet, parfois, certains projets, on a besoin d'apporter peut-être un petit complément d'aide à la réflexion, à la conception, pour transformer une belle idée en projet concret. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est 4 projets, par exemple. C'est un échantillon sur les plus de 200 qu'on a aboutis. 4 projets qui sont vraiment des raisonnements privés. C'est des gens qui réfléchissent, qui ont des problèmes individuels, mais qui, en fait, dans leur réponse, il peut y avoir une partie de la réponse aux problèmes urbains qu'on se pose. Quand on montrait tout à l'heure des gens qui vont accueillir une personne âgée chez eux, c'est une solution au vieillissement. Quand vous avez des gens qui réfléchissent à diviser leur terrain en 2 pour accueillir une nouvelle maison, en fait, on est en train de construire une maison sans consommer de terre naturelle et agricole. Et ça, c'est super. En fait, et les gens, ils n'ont pas la volonté initialement de dire, moi, avec mes petits bras, je vais endiguer l'étalement urbain. Mais si on est suffisamment astucieux, si on arrive à trouver les points de jonction entre l'intérêt général et l'intérêt collectif, peut-être qu'on peut avoir là une dynamique très forte et on peut s'appuyer sur les projets des habitants. Les porteurs de projets peuvent devenir des vrais moteurs pour le territoire. Donc, plus simplement des gens auxquels on vient demander leur avis, mais carrément des gens qui deviennent le moteur d'un territoire et le territoire se transforme grâce à eux. Et le but, dans ce cas-là, de la collectivité, c'est d'orchestrer, aiguiller, stimuler et aider à faire aboutir ces projets-là. J'avance encore un petit peu. Donc, dans ces projets, vous voyez, 204, il y en a 56 qu'on appelle BIMBY. Donc, BIMBY, c'est la construction d'une nouvelle maison sur une parcelle qui est déjà bâtie, tout simplement. Là, on est plutôt sur le périmètre du SCOT. On est sur le périmètre du SCOT. D'accord. Exactement. À l'échelle du coup de 154 communes, c'est à peu près 130 000 habitants, un territoire qui est extrêmement diffus. Vous avez quelques grandes villes et puis vous avez beaucoup de petits villages qui font autour de 500, entre 500 et 1000 habitants. Mais vous avez aussi le projet Gigogne à l'intérieur. Exactement. Qui est, et on va y venir juste après. D'accord, pardon. J'accélère du coup. Alors hop, très rapidement, on va passer rapidement les diapos. Donc vous voyez un terrain, on avance, une maison avec monsieur et dame Martin, le jardin est trop grand. Hop, on avance encore un petit peu. Vous voyez le jardin qui est là, 1600 mètres carrés, effectivement, c'est grand. On peut très bien imaginer, avec un peu d'astuce, l'installation d'une nouvelle maison. Notamment, vous voyez qu'à l'arrière, le terrain s'y prête bien, puisque vous avez une rue devant, une rue derrière, donc la possibilité de créer un deuxième accès. On avance encore un petit peu. Une esquisse du projet qui a été réalisée en premier lieu. Et puis on avance encore, un peu plus détaillé. On avance, voilà le nouveau voisin, hop, qui s'est installé dans cette maison. On avance encore un petit peu. Et donc, vous voyez que sur cette parcelle-là, sur laquelle il y avait une seule maison, maintenant, il y en a une deuxième. Et on peut se demander, mais est-ce qu'avec des petits projets comme ça, on peut faire quand même... Est-ce que les petites rivières, les petits ruisseaux, peuvent faire de grandes rivières ? On pense que oui, parce que le gisement est énorme. C'est-à-dire que les gens comme ce couple qu'on a accompagné, qui sont à la fois sur des parcelles de ce genre-là, et qui ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire de se dire, est-ce que mon jardin, il n'est pas un peu trop grand pour mes vieux jours, et parce que passer la tondeuse, ça ne devient pas un peu usant pour moi ? Les gens qui se posent ce genre de questions, ils sont très nombreux. Voilà. Et là, si j'emploie les grands mots, on est dans de la densification de zones pavillonnaires. Exactement. Voilà, le mot barbare, c'est ça. Plutôt à l'extérieur, au fond, à l'extérieur d'Épinal. Hein. Donc là, on est plutôt dans les zones périphériques. Dans les zones périphériques, oui, proches. Mais il y en a aussi dans le centre d'Épinal. Il y en a aussi, en fait, alors pas l'hypercentre, bien sûr, mais vous voyez, à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes à pied ou en vélo, vous avez des zones comme celle-là. D'accord. Et donc, qui sont quand même des zones qui sont bien desservies, bien connectées au centre. Et qui sont prêtes peut-être à accueillir de nouveaux habitants. On peut passer peut-être à la suivante. Je vous laisse réagir parce que... Oui, alors, juste peut-être pour dire aussi que l'évolution des choses et notamment la zéro artificialisation nette conduit à Épinal, là on va débuter une révision également de notre PLU.
Et dans le cadre de la révision de ce PLU, on va fermer, on a déjà fait ce choix ça a été évoqué par Monsieur le maire, sur une zone, une ZAC, mais on va fermer un certain nombre de petites zones qui ne pourront plus être urbanisées. Ce qui fait que cette solution, effectivement, de diviser une parcelle, puisqu'on a quand même en zone périurbaine très proche, Épinal, il suffit effectivement de 5 minutes pour être dans une zone pavillonnaire. Et on a, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais dans les constructions des années 70, on a plutôt des constructions sur des parcelles relativement vastes. Et on a de plus en plus, au niveau urbanisme, des projets qui se font sur ces anciens pavillons. Alors à la fois de la rénovation de pavillons, pour répondre aux normes thermiques actuelles, et de la construction sur l'autre partie de la parcelle d'une nouvelle maison. Ça va être aujourd'hui, je dirais, sur une ville comme Épinal, une des dernières possibilités de construire un pavillon neuf, tant effectivement les zones n'existeront plus à l'urbanisation future. Au fond, oui, je sais que je sais que ça rejoint un souci qui vous est cher. Je vous laisse l'exprimer, puis on va vous laisser continuer. Oui, donc c'est très bien de redensifier ces zones pavillonnaires, donc avec de grands terrains dans les années 70-80. Il a été évoqué aussi les villages-rues avec ces anciens bâtiments en déshérence que l'on peut aussi transformer, recycler, adapter aux usages actuels. Si on construit toutes ces maisons-là, ces maisons en déshérence ne trouveront pas preneur, donc il faut agir sur les deux volets, je pense. Et vous disiez le nombre de décennies que les architectes des bâtiments de France avaient passé à crier dans le vide que l'étalement urbain n'était pas la bonne solution, mais sans être entendu vraiment, finalement, voilà, on est au point où tous les... C'est encore le cas aujourd'hui, où on a encore des zones pavillonnaires qui sont prévues dans différents documents d'urbanisme. Alors, on va vous laisser... Oui, peut-être. Effectivement, là-dessus, vous voyez, c'est un dispositif qui a géométrie variable. Et donc là, on a parlé effectivement de construction neuve. Et là, le Bounty, c'est son petit cousin, qui est plutôt sur la reconfiguration de bâtis existants. Et on va dire que selon le territoire, le mix entre construction neuve et rénovation, il n'est pas toujours le même. C'est-à-dire que les besoins ne sont pas les mêmes. Vous avez des territoires qui sont en grosse tension. Vous avez beaucoup de gens qui veulent s'installer, grosse croissance démographique, souvent prix qui augmente. Là, il y a un besoin de construire parce qu'il y a un besoin d'accueil de population. Et la construction neuve, elle doit représenter une part importante parce qu'on a besoin d'accueillir ces gens. Il y a des territoires où la croissance, elle est plus modérée et vous avez un enjeu qui est plutôt la reconquête du bâti vacant. Et donc, dans lequel, là, on va plutôt se pencher sur l'habitat ancien. D'ailleurs, entre ces projets-là, entre neuf et ancien, la manière dont il s'est décliné dans le SCOT des Vosges centrales, c'est plutôt sur l'ancien, justement, comme vous soulignez, Monsieur Larrière. C'est-à-dire que là, 75% des projets qu'on a accompagnés, on les a plutôt accompagnés sur l'ancien. Et c'est l'avantage d'avoir une politique publique qui accompagne les porteurs de projets, c'est-à-dire qu'on peut un peu aiguiller les gens. C'est-à-dire que quand vous avez un acquéreur qui vient nous voir parce qu'il cherche un bien à acheter ou une maison à construire, nous, on peut l'aiguiller plus ou moins sur l'ancien ou sur le neuf et on peut faire coller les trajectoires de vie des gens avec les besoins et les enjeux du territoire qui sont là, éventuellement la vacance. Juste pour terminer là-dessus, on va passer à la diapo d'après. 148 projets de ce genre-là. Alors là, la diapo est un peu sombre, mais c'est une petite grange, comme on a beaucoup justement dans ces villages-rues, où vous avez une rangée de maisons autour de la rue centrale, et puis derrière, vous avez la campagne. Une petite grange qui était abandonnée. On avance un petit peu. Avec monsieur Goutte qui est sur la gauche, qui l'a acheté pour 15 000 €. Ouais, on peut acheter un bâtiment pour très peu cher. Et par contre, derrière, il y a des gros travaux à faire. On peut avancer sur la diapo suivante. Vous voyez, l'état du bâtiment initial, il est celui-ci, avec un bâtiment qui a beaucoup évolué au fil du temps et pas forcément de la meilleure façon aujourd'hui. Des linteaux qui sont parfois un petit peu affaissés sur certains côtés, une toiture qui n'est pas en très bon état. Donc, difficile, quand vous voyez ça, de se projeter dans l'ancien. Il y a un côté un peu séduisant, il y a des vieilles pierres, etc. Et en même temps, on se dit, oulala, mais est-ce que je vais m'en sortir, en fait ? Est-ce que je saurais faire ? Est-ce que c'est pas plus simple de construire une maison ? Voilà, par exemple. Eh ben, l'opération et l'accompagnement, il est là en partie pour ça,
pour dire, attendez, avant d'aller peut-être voir d'autres scénarios, il y a peut-être des choses à faire, effectivement. C'est peut-être un peu plus dur que de construire une maison, mais il y a peut-être un truc intéressant à faire. Alors, c'est le cas pour ce monsieur. On peut avancer sur la diapo suivante. Un projet qu'on a imaginé, on avance encore. Le projet tel qu'il a été au final imaginé par son architecte, et on avance encore un petit peu. Le projet en cours de réalisation, on avance, il est bientôt terminé, il sera terminé pour cet été. On avance encore un petit peu, il y a eu un petit tournage récellement avec eux, avec une super vue derrière. Et donc ça, c'est un truc que peut offrir ce bâtiment-là, que pourrait peut-être pas offrir un pavillon. Pourquoi ? Parce que il est situé dans le village, dans les endroits les mieux placés. Et puis bien sûr, les premières maisons qui se sont installées, les plus anciennes, elles ont choisi les meilleurs points de vue. Et donc cette maison-là offre aussi derrière, vous voyez, un panorama qui est extraordinaire. On avance encore un tout petit peu, et des projets plus urbains de ce genre-là également. Donc là, on est dans le centre d'Épinal pour le coup, rue Saint-Michel, pardon. Je fais le mélange entre le faubourg d'Ambrail et la rue Saint-Michel. C'est la rue Saint-Michel. Et donc, avec un monsieur qui est venu nous voir, vous voyez, ils sont propriétaires, ses parents et lui. Ils ont acheté ce bien-là. À l'avant, ils ont aménagé des logements qui ont profité justement de l'opération Épinal au cœur et qui ont pu bénéficier de subventions relativement importantes pour aménager les appartements qui se trouvent dans le bâtiment de devant. Et dans le bâtiment de derrière, vous avez ce qui était un grand hangar qui aujourd'hui est occupé simplement avec du stationnement des véhicules. Et c'est un bâtiment qui est très gros et qui est vide. Le fils, donc avec qui l'opération s'est faite à l'avant, et lui, il se dit... Peut-être que moi, à l'arrière, j'aimerais bien en fait aménager un appartement dans ce bâtiment-là. On peut aller sur la diapo suivante. Voilà à l'intérieur du bâtiment ce que ça donne. Et donc vous avez au rez-de-chaussée des garages. Et lui il dit peut-être que là-haut, moi, je pourrais aménager un appartement sympa. Le gros problème que vous avez ici, vous voyez, c'est les éclairements. Parce que vous êtes dans un bâti dense en centre-ville, avec vous êtes un bâtiment qui est implanté en limite séparative, et donc pas la possibilité d'ouvrir des fenêtres parce que ça donne chez les voisins. La seule possibilité, vous voyez, c'est par le haut. Mais projet extrêmement complexe, projet complexe techniquement, projet complexe réglementairement. On est au pied du château, donc avec aussi des contraintes patrimoniales qui sont très fortes. Est-ce qu'on peut modifier une toiture comme ça ? Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Des contraintes sur le stationnement, des contraintes de voisinage, plein de choses qui font que si on n'accompagne pas un porteur de projet comme ça, c'est pas sûr que son projet puisse aboutir. On avance encore un tout petit peu et je terminerai là-dessus. Voilà le bâtiment initialement, et puis diapo suivante s'il vous plaît. Le projet tel qu'il est réalisé, et donc aujourd'hui le permis est déposé, il doit être sur vos bureaux respectifs au service urbanisme et à l'IDAP. Il a déjà été validé. Il a déjà été validé. Voilà, c'est l'information du jour. Donc, alors la fabrique sert aussi notre passage à certains scoops. Et donc là, voilà, s'adapter au règlement qui est extrêmement fin dans cette zone-là, et on doit être très précautionneux par rapport à ce qu'on fait et aux modifications qu'on fait pour respecter aussi l'image du centre-ville. Comprimer le projet. Il avait un projet dans 130 mètres carrés au début, mais il n'y avait pas le budget. Donc on a réussi à comprimer son projet dans 100 mètres carrés. Et ça aussi, c'est un travail. C'est que des fois, avec un peu d'astuce, on peut arriver à faire le même programme, la même qualité de logement, mais dans beaucoup moins de surface, en faisant un peu la chasse au mètre carré perdu, et à faire tenir un projet dans un budget. Deuxième étape. Et là, vous voyez que le mur qui sépare... le bâtiment du voisin, c'est un mur qui est mitoyen. Donc ça, c'est un problème que vous avez souvent en ville, c'est que vous avez des parties qui sont mitoyennes. Et donc, ça veut dire que là, si on ouvre un petit peu le mur, il faut que le voisin soit d'accord. Donc, il faut aussi arriver à convaincre le voisin, lui présenter les choses de manière intéressante pour que lui, il n'ait pas le sentiment qu'on vient l'embêter. Parce qu'en fait, sans son accord, rien ne peut se faire. Donc, vous voyez qu'il y a plein de problèmes comme ça qui ont besoin d'être résolus pour qu'un porteur de projet se dise « Ok, j'y vais ». Je m'arrête là. Alors en fait, vous n'allez pas vous arrêter là, parce que finalement vous êtes arrivé, et je pense que c'est ma première question, vous êtes arrivé au discours de la méthode un peu, et j'ai envie qu'on s'arrête un peu là-dessus. Comment s'articule pour fluidifier ? Au fond, ce que vous avez raconté, c'est qu'il y a un intérêt général de densification d'un côté, ou de revitalisation du centre urbain qui ne se pense pas à la parcelle ou au projet, qui se pense de façon globale. Et puis il y a une succession de projets individuels ou de projets de promoteurs ou de projets de bailleurs. Parce qu'au fond, si je ne me trompe pas, la ville d'Épinal n'est pas jamais propriétaire du foncier. C'est une politique urbaine qui se fait... Voilà. Il y a certaines villes qui rachètent tout ce qui bouge et qui ensuite
ont cette latitude-là. C'est pas le cas à Épinal. Donc au fond, c'est beaucoup une politique d'incitation et de facilitation. Et alors, ça m'intéresse que vous nous expliquiez qui intervient dans quel ordre et comment tout ça s'huile pour que finalement le projet individuel du porteur s'articule avec une vision globale de ce qu'on veut faire du centre d'Épinal. Je ne sais pas qui commence. Je vous laisse peut-être dire. Voilà, ça a été dit tout à l'heure en propos introductifs. On a quand même deux volets sur notre programme d'accompagnement. On a le volet incitatif dont j'ai parlé. On a le volet coercitif dont a parlé le maire tout à l'heure. Là, c'est effectivement d'un côté la carotte, de l'autre côté le bâton. L'idée étant quand même de contraindre si on n'arrive pas effectivement à amener les propriétaires à faire eux-mêmes les travaux. Vous le verrez quand on fera la visite cet après-midi, on a un certain nombre d'immeubles qui sont effectivement dans le cadre de ce volet coercitif, qui sont des immeubles situés en plein cœur de ville et qui n'ont pas évolué depuis des années, où là, il faut effectivement être sur la contrainte. Après, au niveau des projets, je crois qu'il y a deux types de projets. Il y a les projets individuels du propriétaire occupant qui va s'auto-saisir de ce dispositif pour faire ses travaux d'amélioration de son habitat. Et puis, vous avez aussi les propriétaires bailleurs, alors ceux qui profitent du dispositif pour rénover et ceux qui investissent. Je ne suis pas très forte en chiffres, mais ça a été dit aussi tout à l'heure, sur les 120 logements rénovés, on a quand même 30 immeubles complets, dont on verra quelques exemples cet après-midi au cours de la visite. Donc des investisseurs qui ont bien su saisir cette opportunité, alors avec derrière du loyer conventionné ou non conventionné, selon le type d'investisseur, mais quand même 30 immeubles qui ont muté, dans lesquels on a pu voir arriver des logements et des logements de qualité à offrir, effectivement, à remettre sur le marché du locatif. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans les échanges qu'on a eus vendredi en préparation, aujourd'hui, si on cherche à acquérir... C'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver un immeuble complet. Preuve que ça a été identifié comme un investissement. Il y a beaucoup de demandes, et c'est pour ça aussi que sur les immeubles qui sont actuellement dans le dispositif de restauration immobilière, on en a certains effectivement qui intéressent beaucoup et où on a, je dirais, devant la porte un nombre important d'investisseurs qui n'attendent qu'une chose, c'est que effectivement l'immeuble soit cédé pour pouvoir investir et réhabiliter. D'ailleurs, on en mesure les résultats chiffrés, justement, où alors pour l'instant c'est très léger, mais dans le centre-ville d'Épinal, une diminution de la vacance très légère, c'est moins 10% sur 3-4 ans à peu près. Alors ça commence à être significatif, mais on est encore un peu dans la marge d'erreur. Ce qui est important en regardant les courbes, c'est que cette vacance, elle n'a fait qu'augmenter les 30 dernières années. Et là, elle s'est stabilisée, voire redescendre un petit peu. Donc ça, c'est très encourageant. Et de la même manière, sur la démographie, où on note aussi une démographie qui s'est érodée longtemps à Épinal et qui s'est là aujourd'hui stabilisée, voire légère reprise. Voilà. Ouais. Oui, et fort de notre dispositif actuel, on est actuellement en phase de diagnostic pour redémarrer une autre opération sur les 5 années à venir. Et les services de la ville font actuellement un travail tout à fait remarquable de diagnostic du programme actuel pour voir à réorienter éventuellement les aides pour se mettre en phase effectivement avec les besoins actuels. On sait qu'il y a les copropriétés, il faut effectivement axer sur le volet copropriété, mais il n'y a pas effectivement que ça, et il va falloir redéployer en tout cas les aides pour coller au plus près des demandes sur les 5 années à venir. Je reviens sur la méthode. Donc concernant les projets portés par la commune, comme le dernier que nous avons vu, nous voyons relativement souvent, donc une fois par mois. Voilà, c'est ça. Donc nous visitons les biens devant muter, et ensuite nous travaillons sur des avant-projets le plus en amont possible, avant le dépôt du permis de construire, voilà, ce qui aboutit à obtenir des accords le plus vite possible.
Oui, à réduire la marge d'incertitude, parce que voilà, c'est un... Je sentais que vous vouliez aller là-dessus. C'est un des gros éléments qui sont complexes. C'est à la fois le prix de la rénovation. Souvent, on dit que la rénovation, parfois, ça coûte plus cher que le neuf, et c'est parfois le cas. Et en même temps, l'incertitude, elle est vachement forte, parce que vous allez avoir... dans l'ancien, c'est plus compliqué de se projeter. Dans le neuf, vous allez souvent beaucoup plus de garanties, si je me place du point de vue d'un habitant ou d'un acquéreur. Dans l'ancien, il y a plus d'aléas. Il y a plus d'aléas à la fois sur la technique. Des fois, on découvre des malfaçons ou un état du bâti qui est en mauvais état une fois qu'on a démarré les travaux, donc on a des mauvaises surprises. Et puis, il y a aussi de l'incertitude réglementaire, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir le droit ou non de faire ce projet-là. Et arriver justement à organiser en amont justement ces discussions qui font qu'on peut retourner voir le porteur de projet et lui dire voilà, si on part dans cette direction-là, a priori, voilà, ça devrait être bon. Et lui, ça le rassure vachement. Il se dit ok, là j'étais dans le brouillard complet. Peut-être que maintenant, là, je vois à peu près où je mets les pieds. Ok, je me lance. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir donner aux personnes les bonnes cartes, que ce soit qu'au final, ce soit cher ou pas cher. C'est effectivement un des premiers freins, mais un des plus gros aussi, c'est de savoir est-ce que ça va être possible ou pas possible, tout simplement, quoi. Et là, le rôle, alors sans mauvais jeu de mots, mais le rôle des images, de la modélisation est très important. Se mettre autour d'un projet et savoir en discuter avec des projections un peu concrètes. Plus le porteur de projet est un individu, moins il a la capacité à faire tout seul ces choses-là. Ça a été un des avantages, effectivement, de l'accompagnement de Ville Vivante, mais je dirais qu'on a grandi avec Ville Vivante et aujourd'hui, on est devenu adulte et on est en mesure, effectivement, nous, aujourd'hui, Ville d'Épinal, par un renforcement de nos équipes, de reprendre, effectivement, tout ce travail d'accompagnement. Et c'est vrai que le travail de modélisation, parce qu'on parle de projet, on n'est pas comme sur la construction d'une maison individuelle, on parle de projet où il n'y a pas forcément de maîtrise d'œuvre. Et les propriétaires ou les investisseurs ont su s'auto-saisir de ce dispositif d'accompagnement pour notamment réussir à faire évoluer leur projet, à modéliser, avoir une idée. On dit souvent il y a des gens qui peuvent se projeter, il y en a d'autres qui ne peuvent pas se projeter. Et ce travail qui a été fait avec les idées qui ont été apportées a permis bien souvent effectivement de requalifier et d'imaginer des choses qui n'auraient sans doute pas vu le jour, avec des extérieurs qu'on n'imaginait même pas, mais qu'on a su mettre en place parce qu'on en a discuté, parce qu'on a fait valider, parce que même si Épinal est une ville, même quand on ne parle pas du site patrimonial remarquable, aujourd'hui Épinal est une ville où, je veux dire, le centre-ville historique, en tout cas, est quasiment protégé en sa totalité par le périmètre de protection des monuments historiques. Et le but aussi, on parle de lisibilité pour les investisseurs. Le but du site patrimonial remarquable, c'est aussi d'avoir un règlement où les choses sont écrites et où on sait par avance, avant d'investir, quelles seront les contraintes qui seront attachées effectivement à la rénovation de ce bâti ancien. Et pour l'instant, finalement, mettre ces projets sur la table et en discuter, vous associer le plus en amont, ce que je comprends possible, c'est aussi pouvoir contre-proposer très vite ou changer ou bifurquer bien sûr, et les modélisations aident évidemment les propriétaires, mais moi aussi, ça m'aide à comprendre le projet et éventuellement à rediriger d'une autre manière celui-ci. Alors moi, j'avais quand même une question. Je pense qu'on a abordé au fond tout ce que ça apporte de sobriété foncière. On a fait un peu le tour de la question. En revanche, il y a un deuxième sujet qui nous tient à cœur à la Fabrique, qui est la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, quand on récupère un bâti, il est souvent en piètre qualité, enfin, de piètre qualité énergétique, et donc il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Ça aussi, c'est l'objet de discussions comme celle qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des biens qui vont être probablement repensés de A à Z. Là, on peut prendre en compte ces éléments, mais il y en a qu'on va simplement rénover, j'allais dire, ou reconfigurer à la surface. Et là, comment on prend en compte ces dimensions d'efficacité énergétique et de conservation du cachet
Oui, c'est effectivement, et quand j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait un gros enjeu aussi sur le bâti 19e, sur la protection des éléments intérieurs de ce bâti pour éviter qu'il ne disparaisse, parce qu'on voit bien qu'en rénovation énergétique, mais on le voit aussi sur des projets de rénovation, l'isolation par l'extérieur sur du bâti plus récent, années 70 ou reconstruction, où on a effectivement cette, en tout cas avec l'architecte des bâtiments de France, cette préoccupation de préserver la structure même. Un chiffre peut-être, puisque sur la ville d'Épinal, au niveau de l'accompagnement financier de l'ANA, le minimum, je dirais, c'est 35% d'économie. On est globalement sur les rénovations qui ont eu lieu, donc sur les 140 logements rénovés, on est plutôt sur une moyenne de 55% d'économie au niveau énergétique. Donc on est bien au-delà, effectivement, de ce qui est imposé au niveau national. Mais effectivement, c'est un sujet que nous traiterons dans le cadre du règlement du SPR, mais vous imaginez bien que... C'est un chapitre du SPR. Ça sera un chapitre du SPR, oui. D'accord. Une maison du 18e avec des encadrements en pierre, des chaînes d'angle, des corniches en pierre, l'ITE à l'extérieur ne sera sans doute pas possible. Par ailleurs, si l'on a des décors intérieurs, là aussi, il faudra réfléchir à comment intervenir. Il y a des choses que l'on peut démonter et remettre en place, mais ça fera l'objet de réflexions fines. Sachant que sur les rénovations qui ont eu lieu actuellement, on est sur vraiment le bâti ancien du centre-ville, où on n'était pas forcément sur des immeubles tous très qualitatifs, on va dire, et où la rénovation énergétique intérieure était quand même plus facile et moins soumise à contraintes. Donc ça, c'est un peu la première chose, effectivement, c'est que même sans reconfigurer totalement un bâtiment, on a quand même une capacité à agir sur sa consommation énergétique assez forte à travers les équipements de chauffage qu'on peut mettre à jour, les remplacements d'huisseries, même l'isolation intérieure. En fait, et comme le disait Madame Lasseron, le gain énergétique il est quand même très important dans les projets qu'on a pu accompagner. Malgré que la plupart de ces projets-là ne touchent pas à la façade, par exemple. C'est que la plupart, c'est quelques-uns, il y a eu ce qu'on appelle des ITE, isolation thermique par l'extérieur, mais c'est relativement rare. La plupart, on a trouvé des solutions sans toucher à l'aspect extérieur. Et la deuxième chose, pour prendre un tout petit peu de recul aussi, sur globalement, quand on regarde un bilan carbone d'un habitat, bien souvent, on regarde sa consommation énergétique, c'est le premier truc, et depuis la réglementation énergétique 2020, la RE 2020, on a commencé à intégrer aussi le poids carbone de la construction, des matériaux. Et puis, il y a un troisième ingrédient qui, pour l'instant, est encore assez peu présenté, mais c'est toutes les questions de mobilité induite par la localisation du logement. Ça veut dire que dans votre bilan carbone, vous avez votre chauffage, vous avez les matériaux qui ont construit et est-ce que vous avez besoin d'utiliser tous les jours la voiture ? C'est-à-dire, est-ce que votre appartement ou votre maison, elle est bien située par rapport au service, par rapport à votre emploi ? Et la réalité, alors on n'a pas fait l'étude à Épinal, mais par ailleurs chez Ville Vivante, on mène des études aussi à l'échelle territoriale sur cette question de bilan carbone qu'on a mené à La Rochelle et où on s'est rendu compte que le poste d'émission principal d'un bâtiment, c'est pas son enveloppe énergétique, c'est pas son coût de construction en matériaux, c'est la mobilité induite. Et donc c'est de l'ordre de 60 à 80% en fait, de l'empreinte carbone d'un habitant qui dépend de sa mobilité. Et donc ce que je veux dire par là, pour en revenir à nos bâtiments, que plus on est dans le centre. Même si jamais on n'a pas l'isolation optimale dans un bâtiment historique, parce qu'on est contraint, s'il est situé en centre-ville, on est déjà hyper fort. Oui. Et en fait, il est beaucoup plus important de réoccuper un logement vacant bien placé plutôt que d'isoler un logement qui est peut-être moins bien placé, si je veux caricaturer. Oui, et alors c'est vrai, mais ce qu'on voit aussi, c'est que aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, on a aussi une multiplication des projets sur la ville. Et je parle effectivement en présence du directeur de l'urbanisme, on a un nombre de dossiers de pose de panneaux photovoltaïques sur les maisons qui est absolument hallucinant. Il se passe pas une semaine, effectivement, sans que je signe des autorisations de travaux sur des panneaux photovoltaïques. Et puis, on a aussi effectivement, cette question des isolations
par l'extérieur avec des difficultés. Je reviens aux copropriétés et un seul exemple. Une grosse copropriété du centre-ville qui nous a donné effectivement beaucoup de fil à retordre, qu'on a essayé de convaincre de faire une rénovation globale qui était partie initialement sur un ravalement de façade, qu'on a essayé de convaincre. Là, on s'est heurté effectivement à des difficultés liées à la préservation dont parlait M. Larrière tout à l'heure, d'éléments structurels du bâtiment qui étaient caractéristiques de l'époque de construction de ce bâtiment, où on nous a demandé de préserver effectivement ces structures, ce qui a fait doubler la facture de rénovation énergétique et, in fine, effectivement, la copropriété a renoncé à ce projet de rénovation parce que problème de coût, parce que dans une copropriété où il y avait, je crois, 57 logements, il y avait à la fois du propriétaire occupant, du propriétaire bailleur, des gens avec des revenus modestes, d'autres personnes qui étaient capables de porter l'investissement avec un reste à charge qui était relativement important. On n'a pas réussi effectivement à déclencher donc les contraintes peuvent in fine conduire à des projets avortés effectivement parce que coût trop élevé. Donc, la prise en compte du bilan carbone, c'est vraiment majeur et important aujourd'hui, et la rénovation du bâti existant sera toujours meilleure que la construction neuve, même de cette maison au second rang d'un pavillon existant en périphérie d'une ville. Alors, j'avais une question sur la jonction entre les deux tables rondes et donc la capacité à mettre du bois aussi dans la restructuration. Je ne vais pas la poser, je vais la laisser à mon collègue qui prendra la question tout à l'heure, et puis peut-être autant d'échanges informels qu'on va avoir ensuite, parce qu'évidemment on se pose la question, on vient voir votre projet Cœur de Ville, on vient voir du bois, au fond, est-ce qu'il y a du bois dans la restructuration du centre-ville? Bon, voilà, je laisse cette question de côté, parce que j'aimerais juste m'assurer qu'on ait le temps de laisser une ou deux questions aux gens qui sont dans la salle et qui... Oui ? Nicolas Braun, je suis adjoint à l'énergie et à la gestion du patrimoine bâti sur la ville d'Épinal. Je voulais revenir sur l'isolation par l'extérieur, parce qu'on parle de bilan carbone, donc ça c'est un volet important, mais ce qu'on voit maintenant avec le changement climatique, c'est les problématiques de chaleur en été et de canicule. Et je reviens sur l'isolation par l'extérieur. L'isolation par l'extérieur, c'est le meilleur moyen de lutter contre les problèmes de chaleur au niveau de l'habitat, parce que isolé par l'intérieur, on crée des cocottes minutes, donc en hiver c'est bien, mais en été on n'a pas moyen de rafraîchir le bâtiment, alors que si on met l'isolation à l'extérieur, et les murs sont là aussi et les dalles, etc., tout ce qui est minéral est là aussi pour rayonner un peu de fraîcheur et de stocker un peu de fraîcheur. Donc voilà, je voulais quand même insister là-dessus. C'est un enjeu. Les changements climatiques entraînent aussi des évolutions en matière de rénovation du bâti. Merci. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou une autre question? Oui. Bonjour, Adèle Benhamra, donc élue à la ville d'Épinal en charge de l'évaluation des politiques publiques. Juste vous parler de méthode, il y a plusieurs éléments qui ont été indiqués par les différents intervenants ce matin en termes d'ingrédients qui pourraient être, pour comprendre un peu ce qu'est Épinal. Vous avez le maire tout à l'heure qui disait que la ville ne se construit pas dans son bureau. Il a cette volonté d'aller vers les acteurs, d'écouter un peu ce qui se passe sur le terrain et toujours d'être dans une visée interactionniste, c'est-à-dire toujours être en interaction avec les uns et les autres. Et puis, on sait très bien que du point de vue sociologique, le fait d'être toujours en train de discuter les uns avec les autres, ça amène des projets, ça permet d'anticiper. Action Cœur de Ville a été anticipée par des diagnostics qui ont été établis avant que le dispositif ne se lance au niveau national. Et puis, il y avait cette question aussi, vous avez parlé aussi, enfin, le maire a aussi parlé des liens, parce qu'on parle de beaucoup de logements. Il y a toute cette préoccupation en fait, d'accompagnement de la population aussi en dehors de la question du logement, sur les questions d'emploi, sur les questions de services publics, sur les questions, il y a toute cette question, un peu cet écosystème à construire. Et vous avez parlé de territorialisation tout à l'heure. Et sur la question de la territorialisation, il y a la question de l'ancrage.
Ça ne veut pas dire qu'on se déconnecte de tout ce qui existe au niveau national ou sur les autres territoires environnants, mais ça veut dire qu'il y a cette volonté de pouvoir aussi, ce que j'ai expliqué précédemment, c'est d'être toujours en lien avec la population, avec les acteurs, etc., mais aussi de le lier avec les autres politiques publiques et d'essayer de coordonner un petit peu tout cet ensemble-là. Et puis, il y a ce contexte législatif qui vient s'imposer, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent prendre en compte. Mais en fait, ce qui fait un peu Épinal, et bon, je suis élu depuis quelques années maintenant, ce que j'ai toujours remarqué, c'est qu'il y a aujourd'hui toujours cette volonté de pouvoir animer un réseau local d'acteurs et d'être en lien avec la population. Donc, c'était juste pour ajouter un peu des éléments sur l'implication de la population, Oui. parce que le maire en a parlé tout à l'heure. C'est important de revenir au-dessus, c'est qu'avec les photos de monsieur Lampérière qu'il a présentées, c'est pour montrer un peu le côté humain des actions et de l'action publique et de montrer que les projets évoluent, les demandes et les attentes des populations évoluent. Et cette capacité aussi de l'action publique à toujours être en avance sur les demandes qui sont de plus en plus exigeantes de la population et puis des ambitions un peu côté climat, côté environnement qui sont un peu plus dures et qui vont nous rattraper et qui nous rattrapent encore aujourd'hui. C'est voilà, il y a j'ai tout un peu mélangé, mais c'est pour vous dire un peu que c'est complexe. C'est ce qu'on perçoit aussi au fond Voilà. dans ce que vous dites et ben, je vais vous remercier. On va s'arrêter là, mais je vais vous remercier d'avoir mis ça en scène parce qu'en effet, je pense que avoir contacté Ville Vivante ou en tout cas avoir ouvert un appel auquel vous avez répondu il y a quelques années, intégrer ces compétences-là aujourd'hui et cette méthode-là de dialogue et de modélisation et finalement d'invitation très en amont de l'ensemble des acteurs à une discussion pour faire avancer les projets. Voilà, on avait envie de vous entendre sur ces sujets et je pense qu'on a vu le lien avec la population, le lien avec cette méthode, enfin le lien avec l'ensemble des acteurs et cette méthode de co-construction qui est quand même, qui semble quand même assez efficace. Oui, et j'ajouterais que vous avez parlé tout à l'heure de la maison, de la fabrique des projets. Voilà, on avait souhaité effectivement avoir un lieu qui permette effectivement à la population de venir avec ses projets ou de venir se renseigner. Et aujourd'hui, on est dans la réflexion d'une réunion de cette fabrique des projets avec un autre dispositif qu'on avait qui était la maison du développement durable. Parce que les préoccupations doivent être les mêmes et fusionner. Et on va réunir effectivement les deux pour avoir effectivement un maximum d'interlocuteurs à destination de la population. Merci beaucoup. Merci à vous trois.